Bonjour, avec cette vidéo, on débute l'étude du chapitre 8 de mes notes de cours, donc un deuxième chapitre dans la partie dynamique de la physique. Chapitre 7, le premier chapitre de dynamique, on voyait les relations entre la force, la masse et l'accélération, mais sans aller dans le calcul très avancé pour les différentes forces. À partir du chapitre 8, on va repasser à travers les principales forces, puis on va voir comment on peut les calculer individuellement. Après ça, on va souvent les mettre dans des sommes de forces égales à MA, mais on va repasser sur chacune. Chapitre 8, c'est la force gravitationnelle en premier, Fg, qui est en lien évidemment avec la masse et l'accélération gravitationnelle. Donc, c'est pas un très gros chapitre. Habituellement, il a été bien vu au secondaire, donc ça devrait bien aller. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le résumé. Il y a quand même peut-être des éléments nouveaux par rapport à ce que vous avez vu au secondaire. Je suis à la page 23 dans le document des résumés et des formules, donc pour le chapitre 8, la première page. Déjà, je ne sais pas jusqu'à quel point vous l'avez vu sur cette forme-là au secondaire, mais ça, c'est la forme universelle de la gravitation, de la force gravitationnelle, là, calculée selon la loi de la gravitation universelle. Donc, vous voyez, c'est pas Fg est égal à mg, c'est un G majuscule, qui est une constante de la gravitation universelle, et c'est multiplié par les masses des deux objets là, qui s'attirent l'un et l'autre, parce que la force gravitationnelle, c'est la force qui existe entre n'importe quel objet. Deux objets s'attirent toujours. Évidemment, quand ils sont petits, les objets, la force est très petite. Vous voyez qu'il y a un facteur 10 à la moins 11 entre les deux. Puis en plus, on divise par le rayon au carré. Donc, on diminue encore notre valeur de force gravitationnelle. Évidemment, si on a une très, très grosse planète qui joue une des deux masses, là, on peut finir par vaincre le 10 à la moins 11 puis créer quelque chose d'intéressant. Donc, sur les deux forces en jeu, il existe, pas sur les deux forces, sur les deux masses en jeu, il existe une force réciproque. Les deux masses s'attirent. Évidemment, on analyse habituellement la situation là, pour une seule masse. Puis on va voir qu'étant donné qu'on le fait, entre autres, souvent par rapport à la Terre, il y a trois chiffres qu'on va prendre là-dedans, puis qu'on va remplacer ça, qu'on va les calculer, puis on va trouver qu'ils sont égaux à petit g. Okay. Un peu plus bas, on présente la force gravitationnelle en utilisant les indices de la troisième loi de Newton. Donc, Fg, c'est la masse créée, c'est la force créée par la masse 2 qui attire la masse 1. Fait que c'est une force qui est exercée sur M1. Moins Fg, de l'autre côté, je l'ai appelé moins Fg parce qu'elle s'en va vers l'arrière, c'est la force créée par la masse 1 sur la masse 2. Et donc, ça, c'est une première façon de l'écrire. Évidemment, la troisième loi de Newton nous dit que lorsqu'on inverse les indices, on rajoute un signe moins au niveau vectoriel, ce qui est confirmé là, avec ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais en termes de module, là, c'est des valeurs positives, donc on n'a même pas besoin de mettre l'indice moins. Bon, vous lirez la définition du champ gravitationnel. Donc, c'est le petit g que je parlais tout à l'heure. Donc, on peut le calculer pour la Terre, mais on peut le calculer pour n'importe quel objet. Quelle est la valeur du champ gravitationnel créé par un objet? Donc, c'est G, grand G, petit m, r carré. Fait que quand je vous disais qu'on en prend 3, là, on voit que c'est si on prend 3 termes, on se trouve à calculer notre petit g. Et on peut représenter ce champ gravitationnel-là d'attraction sur chacune de nos forces. Évidemment, tantôt, j'avais mis 2 Fg égales. Puis ici, quand je mets les champs G, ne sont pas égales. Effectivement, quand on les calcule, le G1 créé par la masse 1, c'est Gm1 divisé par R2, puis le G2, c'est Gm2 divisé par R2. Donc, les deux masses sont différentes. J'ai deux G différents. Les deux G ne sont pas égales. Sauf que quand maintenant, j'ai multiplié par la masse, puis je me trouve à les multiplier par l'autre masse. Ça, c'est G1 qui va agir sur M2. Donc, si je veux connaître la force créée par 1 sur la masse 2, je vais multiplier le champ gravitationnel par M2. Je retrouve exactement ce qu'on avait en haut, parce que G1, c'est Gm1R, puis là, je multiplie par M2 à la fin. Fait que je retombe sur ma force gravitationnelle. Fait que même si ces deux G-là ne sont pas égales, les deux M que j'utilise ne sont pas égales, mais en bout de ligne, je vais avoir une égalité. On peut retravailler les équations et prouver ça assez facilement. La force gravitationnelle, donc, en regroupant trois termes, en appelant ça petit g, on retrouve la forme qu'on est habitué de voir en termes de modules. Là, Fg est égal à mg. Certains livres de physique aiment utiliser P, mais je vais essayer d'éviter de l'utiliser. Sous la forme des modules ou sous la forme vectorielle, les deux existent, toujours dirigés vers le centre de la Terre. Donc toujours à 90 degrés habituellement par rapport à un axe des X horizontal. On peut calculer l'angle de Fg, évidemment c'est le moins 90 qu'on a mis là, sauf pour les plans inclinés.
Donc, il va falloir faire attention au plan incliné. Souvent, j'ai besoin de FG avec un signe, selon Y. Bien évidemment, selon Y, FG est dirigé dans le sens inverse qu'on met notre axe des Y habituel. Donc, si j'ai besoin d'un signe, je vais appeler ça moins FG, je vais appeler ça moins MG. À la deuxième page, dans mes résumés, on commence par faire rappeler que ce n'est pas la même chose la masse et le poids. La masse, hein, c'est une mesure de la quantité de matière, puis le FG, c'est une force qui est liée à la masse, mais c'est deux choses différentes. J'ai introduit le poids apparent, on va y revenir d'un autre chapitre, là, mais le poids apparent, le poids qu'on ressent ou qu'une balance mesurerait, n'est pas toujours égal à FG. Okay? C'est une erreur de physique là, de dire que la force normale, ce qu'on définit comme le poids apparent, c'est la force normale, est égale à FG. Si je veux connaître, si je vous demande quel est le poids apparent d'un objet, bien, vous devez calculer sa force normale. Et pour ce faire, vous devez utiliser la somme des forces en Y, là, sauf exception. Donc, il n'y a pas de formule pour calculer la force normale. Je regarde les situations, puis ça fait partie de la deuxième loi de Newton. Je peux calculer le G pour la Terre. Donc, c'est la formule qu'on avait tout à l'heure. On va l'appeler souvent juste petit g, mais évidemment, s'il y a plusieurs planètes en jeu puis plusieurs g différents, bien, je l'appellerai g de la Terre. Constante universelle multipliée par la masse de la Terre, multipliée par le rayon de la Terre. Ça va nous donner le g à la surface de la Terre. Donc, quand on... quand on utilise la masse de la Terre, sa valeur, le rayon de la Terre, sa valeur, puis la valeur de la constante universelle, quand on le multiplie, c'est ça qui nous donne le 9.8 qu'on utilise un peu partout comme une constante, mais ce n'est pas une valeur constante, c'est la valeur de G à la surface de la Terre. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, ben, la plupart du temps, on fait nos problèmes par rapport à la Terre. Donc, FG est égal à MG, puis G vaut 9.8, vaut ce que ça vaut sur la Terre. En bas, non négligeable, mais important quand même, j'en ai parlé avec certains, les plans inclinés. Donc, quand on a un objet qui descend un plan incliné, la stratégie que je vais vous proposer ne sera pas celle de décomposer FG selon l'axe des X et FG selon l'axe des Y. C'est faisable, quoique c'est un peu compliqué. La stratégie que je vais vous proposer, c'est d'utiliser une des propriétés des vecteurs, la somme des vecteurs. Deux vecteurs additionnés donnent un troisième vecteur. Bien, je vais remplacer FG par deux autres vecteurs que quand je les additionne, ils donnent FG. Donc, je vais remplacer ce vecteur-là, je vais faire comme si il n'existe plus, et je vais le remplacer par un FG qui est parallèle au mouvement, qui est facile à analyser, puis un FG qui est perpendiculaire au mouvement, qui est facile à analyser. Si on fait l'addition vectorielle de ces deux vecteurs-là, lui plus lui me donne le troisième. Évidemment, il ne faut pas que je garde le troisième, sinon je vais l'avoir en double si on veut. Fait que ma situation, je l'imagine, pour ça que j'ai le dessin de l'équivalence. J'imagine maintenant que ma situation, c'est ceci, puis je le résous de cette façon-là. Ce qui me fait que FG parallèle va être à 100% sur l'axe des X positif dans cette situation-là. Puis FG perpendiculaire, lui, va être à 100% négatif par rapport à l'axe des Y. L'angle du plan incliné, donc l'angle que fait le plan incliné avec l'horizontale, θ ici, on peut faire la démonstration que je la retrouve ici, c'est le même angle qu'ici, donc c'est vrai que je la retrouve ici. Et si vous tournez le pointillé de 90 degrés, vous allez vous retrouver là. Si vous tournez la ligne noire de 90 degrés, vous allez vous retrouver là. Donc, si j'ai θ entre ces deux choses-là, je l'ai également ici. Alterne l'angle opposé par le sommet, je la retrouve ici aussi. Puis là, on travaille avec les triangles rectangles, puis on se calcule une valeur de FG perpendiculaire, puis une valeur de FG parallèle, basée strictement sur les triangles rectangles. Donc, il y en a un qui est côté opposé, puis côté adjacent. Donc, en bas, je rappelle quelle a été ma stratégie de remplacer FG par deux autres vecteurs, de calculer ces vecteurs-là en connaissant l'angle du plan incliné. C'est pour ça que je n'appelle pas ça FGX puis FGY, hein, parce que vous voyez, FG parallèle est sur l'axe des X, puis pourtant j'utilise un signe. Donc, il faut faire attention, là, c'est vraiment pas lié au FGX, FGY. Et ça marche même si l'objet est en train de monter. Si j'avais l'objet qui descendait, l'objet qui est en train de monter, qui va évidemment ralentir s'il a été lancé, mais on voit que sa vitesse, c'est vers le haut. J'obtiens les mêmes formules en bas que je sois dans cette situation-là ou dans cette situation-là. Okay. Si jamais j'ai besoin du FGX, que je vous disais tout à l'heure, ben dans ce cas-ci, le FG parallèle est dans le bon sens. Donc, c'est FG parallèle à 100%. Je mets toujours l'axe des X vers le bas.
Donc, c'est pour ça que je dis que c'est FG parallèle. Si je voudrais le calculer, ben, c'est FG sin θ qu'on a mis là. Puis, mais vous vous rappelez, hein, quand c'était selon x, je vous disais toujours, on enlève le selon x, on met FG, puis quand on voit x, on met cos. Puis après ça, on met notre angle. Le problème, c'est que ce n'est pas le même angle. Ici, c'est l'angle du plan incliné. Hein, dans ces deux formules-là que je réutilise ici, c'est l'angle du plan incliné, tandis qu'ici, c'est l'angle de θ, c'est l'angle θg, c'est l'angle que fait G avec l'horizontale. On les voit sur les deux dessins, là, mais le θg, c'est l'angle qui est ici. Donc, on a des angles différents. Là. Okay? C'est pour ça que si on l'essayerait avec des chiffres, qu'on ferait FG sin de telle valeur, puis FG cos d'une autre valeur, qui serait égale à 270 plus θ quand on analyse là, on finirait par arriver au même résultat. Puis là, j'aurais respecté que FGX, ça prend cos, puis FGY, ça prend sin. Mais ça nous complique la vie, là, ce calcul d'angle-là. Donc, je préfère travailler avec ces deux choses-là qui nous simplifient beaucoup la vie. Il va falloir faire un exemple pour le voir. Évidemment, l'accélération que possède l'objet est liée à G, puis est liée aussi à l'angle et au sinus de l'angle. On pourrait faire une démonstration de géométrie qui nous montre ça. Donc, il faut les utiliser une première fois là, pour s'habituer à travailler avec ces formules-là.